peut-être parler aussi de ces anarchistes français qui ont rejoint la Révolution espagnole, la brigade de Routy, et puis les éléments autour, par exemple, de Mercier-Vega, quoi. Hein, qui est un des grands noms qui apparaît dans ce dictionnaire. C'est un groupe de gens extrêmement sympathiques, hein, qui, la bande des moules à gaufres, comme ils s'appelaient entre eux, les amis de Charles Ridel, effectivement, enfin dit Louis Mercier, de son vrai nom Cordevrinte, qui était belge également, qui avait tout un tas de pseudonymes. On va l'appeler Charles Ridel, parce qu'à l'époque où il était actif en Espagne, il s'appelait Charles Ridel. Charles Ridel, et puis ses amis Carpentier, Guyard, j'en oublie, bon, peu importe. Oui, bah c'est la génération des militants qui a été appelée, disons, par la Révolution espagnole. Militants qui sont un peu chômeurs, jeunes ouvriers, qui n'ont pas de charge de famille, etc. Et qui, la Révolution éclatant dans un pays voisin, s'y précipitent et rentrent dans ce qu'on a appelé le groupe international de la colonne de Routy, qui était en fait un groupe d'une 50aine de personnes qui comprenait des militants volontaires d'un peu différents pays, où il y avait pas mal de Français, quoi. Pas mal de Français, qui était un groupe commandé par un gars d'ailleurs qu'on n'identifie pas toujours très très bien, parce qu'il n'était pas spécialement anarchiste. On a même du mal à savoir quelle était sa tendance politique. C'était un ancien de la guerre de 14, qui avait été militaire de carrière, hein, Louis Berthoumieux. Et donc ce groupe international de la colonne d'eau, je crois qu'il a été décimé à Perdiguera. Il y a eu pas mal de pertes, dont des camarades femmes, puisqu'il y avait un groupe d'infirmières, Ouais. et qui effectivement, il y en a eu 4 qui ont été tués au moment de ce combat, mais ils ont duré en gros jusqu'à la printemps 1937, lorsqu'il y a des débats sur tout ce qui est militarisation. Il y a les journées de mai à Barcelone, on rentre, ceux qui restent ont du mal, et surtout que les volontaires internationaux, on les appelait comme ça du côté anarchiste, étaient souvent les plus radicaux sur ces questions-là. Donc beaucoup refuseront et retourneront en France à ce moment-là. Refuseront la militarisation. Refuseront la militarisation Oui. des colonnes, et beaucoup retourneront en France après les journées de mai 37, ou resteront à Barcelone, mais en participant aux activités à Barcelone même, du bulletin d'information en français, de radio, d'émissions en langue française sur les radios de la CNT espagnole, etc. Et peu continueront à être au front. Ouais, il y a à cette époque-là un gros débat, hein, de toute façon, sur la stratégie politique de la CNT Faille en Espagne. Charles Ridel, par exemple, en rentrant en France, va beaucoup s'opposer au sein de l'Union anarchiste, hein, qui est la grande organisation anarchiste française du moment, va s'opposer, disons, à la majorité de l'Union anarchiste, et notamment à ses militants les plus connus, comme Louis Lecoing et d'autres, va s'opposer, parce que disons que l'Union anarchiste, tout en étant critique sur la stratégie de la CNT Faille, pensait qu'il fallait taire les critiques face à l'adversité, et que même si on n'était pas tous d'accord avec ce que faisait la CNT Faille, notamment le gouvernementalisme, il fallait mieux taire les critiques, et il fallait tout mettre sur la solidarité concrète, etc. Bon, Charles Ridel faisait partie des gens qui pensaient qu'il ne fallait pas se taire. Voilà. Donc, il y a eu, y compris, des échanges assez violents au congrès de l'Union anarchiste en 1937. Mais la CNT Faille, elle-même, se souciait beaucoup en fait de ce que disaient les étrangers, les Français, etc., les combattants volontaires étrangers, se souciait beaucoup de ce qu'ils disaient, et tenait à ne pas être désavoué quand même par tous ces gens qui la suivaient. Il y a un personnage qui mérite d'être cité, parce qu'il n'est pas très connu, mais il y a une très grosse notice du coup qui a été faite sur lui dans le métro. C'est Fernand Fortin, qui était donc un individualiste, hein, un individualiste qui a flirté avec l'illégalisme d'ailleurs, hein, qui a dirigé une version de la revue anarchiste. Et Fernand Fortin, en 1936, enfin après l'insurrection de juillet 1936, se retrouve en Espagne, et puis lui, il fait partie des gens qui au contraire soutiennent la politique de la CNT Faille jusqu'au bout en fait, et pendant toute une période assez importante de la Révolution espagnole, enfin de la guerre d'Espagne, ce personnage prend une importance réelle, parce qu'il devient l'homme de la CNT Faille en Espagne, enfin à Barcelone. C'est-à-dire que c'est lui qui parle à la radio, c'est lui qui dirige le journal d'information aux volontaires étrangers, c'est lui qui veille à l'accueil des volontaires étrangers, c'est lui qui en quelque sorte répand la bonne parole officielle de la direction confédérale de la CNT, et donc qui appuie la politique gouvernementaliste. Et voilà, donc c'est un personnage pas très connu, parce que souvent les personnages qui C'est un peu le souffle, quoi.
Ouais, voilà, des personnages qui sont un peu le souffre, souvent restent pas trop dans les mémoires, on préfère se souvenir des gens qui ont été très critiques, et les gens qui tout de suite ont été lucides, etc. Eh bien, tout le monde ne l'a pas été, hein, voilà. Mais c'est aussi tout l'intérêt de ce dictionnaire du roman anarchiste, c'est de montrer ceux qui sentent le souffre quelquefois et ceux qui ne l'ont pas senti. Voilà, et on n'a pas du tout reculé là-dessus, d'ailleurs, dans le métro des anarchistes, on n'a pas du tout reculé, on a mis un paquet de gens qui, mais après, voilà, c'est l'histoire, on n'a pas évidemment apporté de jugement anachronique sur la question.